motion contre Sylvestre Ilunkamba, la RDC bascule-t-elle dans un cycle de crise et instabilité politique? Qu'adviendra-t-il si, malgré la déchéance de Ilunkamba par l'Assemblée nationale, qu'adviendra-t-il? La question que je pose, si Ilunkamba ne démissionnait pas, ce sont des grandes questions que les Congolais se posent et que nous nous posons. Ça va être l'objet de l'émission de ces jours, la motion des censures contre le gouvernement Ilunkamba. Mais nous parlerons aussi au cours de cette émission de cette réaction ou déclaration de Martin Fayoulou, une déclaration qui, selon laquelle Fayoulou demanderait ou demande à Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba de tirer toutes les conclusions à cause de leur adhésion à l'Union sacrée. Et en troisième lieu, nous citerons pour placer un petit mot sur les remplacements de Vital Kamerhe par quelqu'un d'autre au niveau de la direction du cabinet du président Tshisekedi. Sur ce plateau, nous recevons des chroniqueurs politiques, des journalistes politiques, bien entendu. Il s'agit bien de M. Jésus Beredou. Il est directeur général des Libertés Actu et Médias en ligne. M. Beredou, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Charles Kinkankou. En tout cas, meilleurs vœux. Parce que c'est la première fois qu'on se voit et depuis qu'on a débuté cette année, 2021, nous pensons que ça sera plus meilleur que l'année passée. Nous avons prié Dieu que l'année 2020 ne revienne pas, s'il te plaît Seigneur, parce que c'était une année aimée de plusieurs malheurs, notamment la Covid-19, qui a endeuillé plusieurs de nos proches dans le monde, mais aussi ici au Congo. Je salue aussi les téléspectateurs de votre chaîne de télévision, mais aussi mon animateur, Edmond Izouba. Merci beaucoup, Edmond Izouba. Oui, c'est lui le deuxième invité. Il est coordinateur de Objectif Info, un média aussi en ligne. Edmond Izouba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Je crois que c'est pour moi la deuxième fois de venir sur votre plateau. Mais pour cette année, c'est pour la toute première fois. Je présente mes vœux les meilleurs à vous, à tous les personnels d'Amen TV et également à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Merci beaucoup, biscuit de l'émission. D'où Jésus Beredou, je reviens à vous. On commence avec cette histoire. Oui, une histoire, une enquête, si vous voulez. Une enquête menée par un certain nombre de journalistes économiques sur Bukanga Lonzo. Et dans les conclusions de cette enquête, il est clairement indiqué que Matata Mpogno n'est pas impliqué dans les fiascos de Bukanga Lonzo, que d'aucuns qualifient aujourd'hui d'éléphant blanc. Quelle est votre réaction à chaud par rapport à cette enquête? Merci beaucoup Charles Kinkankou de la parole. Je crois que ce dossier de Bukanga Lonzo a fait couler beaucoup d'encre et salive. Les Congolais se sont indignés du fait que des millions ont été décaissés du trésor public pour justement résorber les problèmes de la famine qui gangrène Kinshasa. Selon le rapport des OCHA, 44 millions de Congolais souffrent de la famine, malnutrition en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. On envisage de 22 millions de dollars, même des compatriotes. Et c'est Bukanga Lonzo, ce projet devrait résorber justement la problématique de la famine. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? On a lancé Bukanga Lonzo 2014-2015. Le projet échoue. La société sud-africaine repart. Africom Commodity. Le Premier ministre qui avait piloté d'ailleurs le projet lui-même, Matata Mpogno en son temps, il n'épipe mot, il laisse cette société partir librement. Et 2015, il se fait une université privée, Université Mapon. Et lorsque vous lui posez la question, dans plusieurs de ces tribunes, il n'y a qu'au Congo où on échoue lorsqu'on est aux affaires. Malheureusement, quand on quitte les affaires, on a des entreprises privées florissantes, mais on échoue. On est Premier ministre, on échoue, on n'arrive pas, par exemple... Stabilité du cadre macroéconomique, on a vu quand même par rapport à ça, c'est un autre débat. Je n'aimerais pas m'éparpiller. Je n'aimerais pas m'éparpiller. Il était quand même parmi les... Moi, je n'aimerais pas m'éparpiller. Je m'en tiens à plusieurs rapports.
Je vois, vous avez parlé ici d'un pseudo-enquête. Je n'entre pas dans ça. Je note simplement que... Vous qualifiez ça de pseudo-enquête? Non, je n'entre pas dans ça. Lorsqu'on parle de choses sérieuses, moi, je m'aimerais rester dans ma logique. Je pense simplement qu'un pays pauvre produit une presse pauvre. C'est ça la réalité, malheureusement. Nous sommes journalistes, on reconnaît cette réalité. Mais du moins, je m'en tiens à plusieurs rapports. Je commence ici par le rapport Lodi international d'Ernest Young, qui a clairement signifié dans son rapport de plusieurs pages que c'est un audit international, hein, que la mafia à Bukangalonzo est partie dès sa conception, c'est-à-dire Matata Ponyo, qui était l'auteur d'ailleurs de cette conception-là. Premièrement, il est allé donner un marché à une société sud-africaine sans passation de marché public. Vous le savez, un marché de 285 millions de dollars, on ne peut pas donner un marché à une société comme ça sans pour autant qu'il y ait un appel d'offres. C'est ça le premier problème, le premier couac. On se souviendra que pendant les procès 100 jours, si Caméré a été en prison, c'est par le fait que certains exigeaient à ce qu'on le brandisse les documents d'approbation de la Direction générale des marchés publics, ce qui n'a pas été fait. Donc ça, c'est une première violation. Et lorsque un marché d'une telle envergure passe de main en main, cela veut dire qu'il y a la mafia. La mafia a été cautionnée. Et je m'en tiens également à la LICOCO, la Ligue congolaise contre la corruption, qui a fait également son rapport pour dire effectivement 153 millions de dollars ont été décaissés, donnés à la société Africom Commodities, sans pour autant que cela passe par la passation du marché public. Ça corrobore avec les deux grands rapports, notamment d'Ernest Young. Donc je crois que les deux structures, un international, l'autre local, ne peuvent pas, pour juste le besoin de nuire ou saper une personnalité, produire un rapport aussi cohérent. Mais dans l'enquête en question, il est démontré que Matata Ponyo n'est pas responsable de l'échec. Il ne suffit pas de le déclarer. Et que c'est par la suite Sami Badibanga qui avait tout bloqué en interdisant Personnellement, j'ai parcouru Charles Quint, parce que tu veux que je parle de cette histoire. J'ai parcouru cette histoire, 42 ou 43 pages, je crois. Et ça ne visait que dédouaner un individu, Matata Ponyo. Je reviendrai sur ça. Mais je continue la logique de mon idée pour évoquer cette fois-ci l'IGF, l'Inspection générale des finances, qui dit clairement, effectivement, lorsqu'il y a eu le contrat et décaissement de l'argent de Bukangalonzo, on a constaté tout ce que je viens de relayer ici, c'est-à-dire un troisième audit qui confirme que la mafia est partie dès la conception, l'argent a été dilapidé. La conséquence, c'est qu'on a rien eu. On a acheté les matériels, la société est partie sans pour autant rendre des comptes. Alors aujourd'hui, essayer de disculper Matata Ponyo, pour moi, ça me fait très mal. C'est très mal dans la mesure où il n'y a qu'au Congo, sous d'autres cieux, par exemple en Chine ou au Japon, lorsque quelqu'un il y a des soupçons de corruption, comme Jeff l'a fait comme ça, soit il démissionne, soit il se suicide. Mais il n'y a qu'au Congo, lorsque vous êtes aux affaires, Mama Yemo, par exemple, devient un mouroir, mais il y a des individus qui étaient aux affaires, qui ont des hôpitaux privés, qui ont des entreprises privées. Je donne ici l'exemple de l'université de Kinshasa. L'université de Kinshasa, pendant que Matata Ponyo était président de la République et Premier ministre, on a vu comment cette université est devenue un mouroir. Je termine. On n'a pas se disperser. Il s'est construit une université privée. Et moi, en tant que Congolais, lorsque cet individu, il y a des soupçons de corruption qui pèsent sur lui, j'aurais voulu, je vais terminer par là, j'aurais voulu, pardon, j'aurais voulu, je termine par là, laisse-moi le temps de chuter. Laisse-moi le temps de chuter. À la construction de cette université. Je vais terminer par dire, il aurait été, je serais l'homme le plus heureux si le procureur général de la République se saisissait du rapport de l'IGF et ouvrait un peu un dossier, un procès par rapport à cette histoire. Comme ça, ça pourra nous éclairer. Edmond Izuba, un mot aussi par rapport à cette enquête menée par des journalistes. Jusque-là, lorsque Joseph Beledou parlait, je ne vois pas encore clairement l'implication de Matata Ponyo ou bien la responsabilité de Matata Ponyo dans l'échec du projet Bukangalonzo. Et c'est ce que les confrères ont mis en exergue. Quelle est votre réaction ou quelle est votre analyse par rapport à cela? Merci beaucoup pour la question. Je commencerai d'abord par saluer l'étude menée par les confrères au nombre de 4. D'après les préambules de cette enquête, ils auraient fait 4 mois. Ils ont fait 4 mois. Pour regrouper tous les éléments et se mettre à rédiger l'enquête.
Ils sont allés même à Bokangalo, ils auraient passé 48 heures sur place, et ainsi de suite, avant de prendre l'enquête. J'ai lu l'intégralité de l'enquête. J'ai vu que le travail était, je dirais, un tout petit peu bâclé. Le fait que certaines sources sont restées à fond, n'ont pas livré l'information à toutes les questions de nos confrères, mais aussi parce qu'ils se seraient servis aussi de certains documents qui existaient déjà en lieu et place d'enquêter. Je ne sais pas si c'était pour avancer ou pour reculer, mais tout ce que je constate est que l'enquête peut aussi être améliorée par d'autres journalistes parce qu'ils n'ont pas réussi à faire parler toutes les sources. Ils se sont basés également, j'ai lu, sur les résultats de l'audit organisé par EY, Ernst & Young, qui est quand même une agence sérieuse au monde, et ainsi de suite, qui a audité. Mais d'après les confrères, EY n'a jamais responsabilisé Matata comme responsable de l'échec de ce projet. Alors, ils auraient pu continuer. Alors, ce que j'ai vu aussi comme mal, c'est qu'il y a eu plusieurs paragraphes où les confrères ont tenté de contredire IGF, Inspection Générale des Finances. Pourtant, ils ont commencé leurs enquêtes bien avant que IGF puisse se prononcer sur cette affaire de Bokangalo. Bon, je n'ai pas compris directement les liens parce qu'il y a au moins dans 3 pages où ils ne reviennent que sur l'IGF. Sur l'IGF, ils appellent tous les rapports. Ils chargent un peu l'IGF. Non, ils appellent d'ailleurs les enquêtes de l'IGF comme ils les qualifient de spéculations, des thèses spéculatives, comme si ce n'était pas des données réelles. Voilà. Donc, pour le confrère, c'est plus les gouvernements qui se sont succédés après Augustin Matata Pogno, qui serait à la base de la débâcle aujourd'hui du parc industriel. Donc, le fait qu'on ait emporté un certain nombre d'engins qui étaient à Bokangalonzo, tout ça, c'est la raison. Non, ils ont, incombe au gouvernement qui ont succédé. Contrairement, ils ont dit que tous les engins sont là. Il y a même des engins neufs qu'on n'a jamais ouverts depuis 2016, au mois de décembre, les matériels qui sont arrivés, ainsi de suite. Il y a eu une sorte d'effondrement de ces projets à partir du mois de février 2017. Alors, quand on fait toutes les sommations et les dates comprises, on se rend compte qu'au mois de février, plus précisément le 27 février, on avait un gouvernement, Sani Badibanga, qui existait, avant de se faire remplacer au mois de mai par le gouvernement Bruno Tshibala. Donc j'estime que les confrères ont fait ce qu'ils pouvaient faire à leur limite, sur base des moyens qu'ils avaient, parce que semble-t-il, ils n'ont pas reçu des financements de gens. Au contraire, ils ont plutôt bénéficié de la clémence du ministre actuel de l'Agriculture, qui a livré les Jeep pick-up, qui les a ramenés jusqu'à Bokangalonzo, et ils ont fait 48 heures là-bas manger, certainement aussi de la clémence du même ministre, mais après plus rien. Ils n'ont rien bénéficié d'un quelconque financement en termes de moyens financiers ou moyens matériels de la part des personnes concernées par cette enquête. Donc c'est ça ce que je puisse dire. J'étais là les jours du point de presse, bien qu'aujourd'hui on voit clair et net que Matata n'est pas vraiment impliqué d'après le rapport, mais IGF persiste et signe parce que IGF à l'époque parlait de la responsabilité intellectuelle de Matata et indirecte, mais d'après les confrères, vu le nombre des experts comptables interrogés, une responsabilité intellectuelle ou indirecte n'existerait pas. Difficile à prouver. N'existerait pas et c'est difficile à prouver. Ce qui est à prouver, ce sont
des indications, comme on dit, l'écriture comptable, ça veut dire l'argent est sorti de la banque centrale. Tout se faisait par voie bancaire. Et tout ça pour Africom Commodities. Donc voilà tout ce que je peux dire par rapport aux études, l'enquête réalisée par les amis, les confrères. Mais j'estime que c'est vraiment une enquête qui n'est pas vraiment entièrement terminée, qu'il faudrait peut-être fouiner, continuer. Peut-être quelque part, on pourrait trouver la responsabilité du Matata, pas de façon indirecte ou intellectuelle, mais peut-être, je dirais, de façon indirecte. D'accord, merci beaucoup. En une minute, je voulais placer un mot. Moi, je crois que généralement, dans le contexte de la RDC, lorsque vous voyez un groupe de ONG ou un groupe de journalistes, je ne parle pas de cas précis, généralement. Je ne parle pas de cas de journalistes qui ont fait l'investigation sur Matata. C'est la personne qui commande, la personne lavée, c'est lui qui commande justement cette enquête. Et ce qui m'a choqué dans tout ça, c'est le fait que les amis ont fait une enquête, mais à la fin, ils disculpent à l'issue de leur enquête Matata Pogno pour dire qu'il n'est puni pour rien. Et cette conclusion, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ils ont trouvé que la personne sur laquelle il charge plutôt, s'il vous plaît, il charge plutôt l'IGF et l'ancien Premier ministre Badi Banga, qui d'ailleurs aussi a réagi. Il dit l'argent a été décaissé, les 205 millions de dollars dont parle l'IGF étaient déjà détournés avant même qu'il n'entre en fonction. Voilà. Ça, c'est un autre son du de l'ancien Premier ministre Badi Banga. Et comme pour dire, lorsque je fais ce parallélisme-là, je me dis, comment est-ce qu'un audit international, ils m'ont dit ici, Ernest Ndiang ne culpabilise pas directement Matata. Oui, moi je vous dis, Ernest Ndiang, j'ai lu les rapports, je vais vous fournir, culpabilise Matata pour dire la mafia a commencé dès la conception, en évitant que le marché passe de gré à gré. On a redonné à Commodities Africom, une société qui n'est pas spécialisée dans ça, mais qui fournit simplement quelques matériels. Et c'est là où la mafia a commencé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et les mêmes rapports, la Likoko a mené ses enquêtes, et l'IGF, je ne pense pas que un audit international et les audits qui se sont faits au niveau interne vont chercher la peau de Matata, sinon on s'interroge un peu sur la motivation de nos amis qui sont allés faire cette enquête qui ne vise qu'à laver Matata Pogno. Et surtout lorsqu'on examine un peu les accointances des uns et des autres, bon, ça laisse à désirer. Je ne jette pas. Pour ajouter un mot pour je ne jette pas. Et puis il y a eu, comme vous l'avez épinglé tout à l'heure, que Sami Badi Banga parlait de 205 millions. Il dit que les 285 millions étaient déjà décaissés bien avant. Or, les amis, les confrères nous ont brandi un autre chiffre un peu plus inférieur que les chiffres cités. Donc j'estime que pour ces enquêtes, ça nécessite réellement une certaine amélioration pour que nous puissions arriver jusqu'au bout et arriver à toucher toutes les sources concernées et à rendre public ce qui est vrai. Et vivement qu'il y ait un procès. Merci beaucoup. On attend un procès. Oui. Vous avez la parole. Les démarches judiciaires. En ce moment, il y a déjà à l'Assemblée nationale les votes de la motion de censure contre le gouvernement Ilunkamba. Rappelons-le que Ilunkamba était à Lubumbashi pour rencontrer Joseph Kabila. C'est lui qui avait proposé son nom pour qu'il soit Premier ministre au président Tshisekedi. Après cette rencontre avec Kabila, Ilunkamba revient au lieu d'aller se présenter à la plénière, à l'Assemblée nationale pour présenter ses moyens de défense. Il envoie par contre une lettre, une correspondance au bureau d'âge en donnant un certain nombre de raisons, notamment en remettant en cause la compétence du bureau d'âge sur l'examen de la motion de censure, parce que estime-t-il que ce bureau ne peut pas et n'a pas reçu le quitus ni de la loi ni de l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour statuer sur une telle matière. Quelle est votre analyse? Pensez-vous qu'aujourd'hui la RDC ne se plonge-t-elle pas là dans une crise, une autre crise politique, un cycle d'instabilité qui ne va pas avancer le pays?
Merci beaucoup pour la question, Charles Equin. Moi, je crois que, logiquement, lorsque nous interrogeons le fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, il existe des institutions judiciaires habilitées à contester une action ou une décision. À l'occurrence ici, le cas de l'Assemblée nationale, puisqu'on parle des actes administratifs, le Conseil d'État, des actes d'interprétation des textes, notamment la Constitution et les règlements intérieurs, c'est la Cour constitutionnelle. Et malheureusement, on a développé depuis un certain temps du juridisme qui s'est fait partout, chez n'importe qui peut interpréter les textes. Il ne revient pas à Ilonkamba, depuis la ferme de Kabila Lumumbashi, de constater de la violation de la Constitution. Ça, c'est le problème, c'est ce qui pose problème. On a l'impression qu'il fait plus allégeance à un individu qui est Joseph Kabila qu'aux institutions de la République, par son absence aujourd'hui à la plénière. Tenez, il s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale un fait inédit. Le fait inédit, c'est que le bureau d'âge est arrivé à la fin d'une session ordinaire et il fallait une interprétation. Les bureaux d'âge devraient organiser les élections définitives de l'Assemblée nationale. C'était un cas inédit. L'élection du bureau. Mais au-delà de ça, il y avait d'autres matières inscrites, notamment la loi sur qui devrait accompagner Félix Tshisekedi sur la ZLECAF, mais aussi les contrôles parlementaires. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Il est des instances habilitées à le faire parce que faut-il rappeler sur ce plateau que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale était lacunaire en cette matière-là. Ils ont saisi l'organe habilité qui est la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 101 des règlements intérieurs. La Cour constitutionnelle, puisque le bureau d'âge a proposé les matières à traiter, la Cour constitutionnelle a validé ces matières-là, notamment les contrôles parlementaires. En donnant au bureau d'âge la prérogative des contrôles parlementaires, ceci donne également au bureau d'âge le titre du bureau provisoire. Mais la Cour constitutionnelle a dit que a circonscrit les cadres dans lesquels doit s'exercer les fonctions du bureau d'âge. Attendez, c'est d'abord la Cour constitutionnelle a dit que les bureaux d'âge doivent gérer les affaires courantes. Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, en inscrivant la matière comme l'examen de la motion de censure contre un gouvernement, ça fait partie de la gestion des matières courantes? Exactement, voilà pourquoi Mbosso Nkodi, le président de l'Assemblée nationale, avait encore saisi la Cour constitutionnelle pour une interprétation s'agissant du contrôle parlementaire. La même Cour a statué en accordant au bureau provisoire, parce que moi je l'appelle comme ça, le bureau provisoire pouvait exercer le contrôle parlementaire. Il faut-il préciser ici, s'il vous plaît, les contrôles parlementaires ne s'effectuent pas par les bureaux d'âge. Le contrôle parlementaire, c'est la prérogative de la plénière. Et donc, la même plénière qui est en cours de législature peut également contrôler l'exécutif. Donc, ce n'est pas la prérogative des bureaux d'âge, mais c'est la prérogative de la plénière. Ça, c'est une nuance à préciser. Donc, vous pensez qu'une matière... Moi, je ne pense rien. Je suis encore au niveau des faits. L'examen de la motion de censure... Je ne pense pas. Je suis encore au niveau des faits. Je vous rappelle d'abord le fait. Et donc, ni moi, ni toi avons la compétence de dire, effectivement, la Cour, les bureaux d'âge a violé ou a menti, dans la mesure où ils sont allés saisir les instances habilitées. Et donc, par moment où les bureaux d'âge, les députés nationaux, à travers une pétition qui a récolté 101 signatures, saisissent le gouvernement pour dire, messieurs, vous êtes interpellé par une motion de censure, qui est d'ailleurs un exercice parlementaire, venez vous présenter. Saisi de cette interpellation, ils préfèrent aller dans une mission, entre guillemets, qualifiée d'officielle, alors que sur l'ordre des missions, il n'y a rien d'officiel. Faut-il rappeler ici que le fait d'aller voir son autorité morale avec l'argent du contribuable, de l'État congolais, donc, aller voir Kabila Lumumbashi devient une mission de service, c'est un gros point d'interrogation. Et donc, Ilonkamba a préféré aller, plutôt que de répondre à l'invitation des élus de la plénière, donc, ça c'est de 1. Et puis, ce qui vient déborder un peu le vase, ce goutte-là, c'est le fait qu'il pond un communiqué aujourd'hui, alors qu'il est attendu par les députés, un communiqué que mon journal a qualifié, entre guillemets, d'outrageant à l'Assemblée nationale, dans la mesure où, comment vous pouvez dire à l'Assemblée, au président de l'Assemblée nationale, vous avez organisé cette plénière en violation
des dispositions constitutionnelles, en violation du règlement intérieur. Vous jetez en pâture même la personnalité des députés qui, eux, se reconnaissent aux institutions de la République, pas à une autorité morale, Joseph Kabila. La Cour constitutionnelle, en l'occurrence, qui a effectivement donné mandat au bureau Mbosso Nkodia de exercer, de mettre à l'ordre du jour le contrôle parlementaire. Donc aujourd'hui, on constate qu'il envoie une simple lettre. Cette correspondance-là est qualifiée chez beaucoup de députés. On l'a vu, nous suivons au moment où nous faisons cette émission en direct. Les députés l'ont qualifié d'outrage au bureau de l'Assemblée nationale et à la plénière. Et la conséquence, c'est que peut-être que si cette émission sera diffusée vers 20h ou minuit, la conséquence, c'est que c'est tout à fait normal que Ilunga Kamba aujourd'hui tombe parce qu'il a outragé la plénière. Edmond Izuba, comprenez-vous quand même la réaction d'Ilunga Kamba lorsqu'il s'interroge et révoque la compétence, remet en cause, bien entendu, la compétence de ces bureaux d'âge, parce que la Cour constitutionnelle a parlé de la gestion des affaires courantes qui devait être assumée par les bureaux d'âge. Aujourd'hui, on parle du contrôle parlementaire, notamment de la motion de censure contre un gouvernement. Est-ce que Ilunga Kamba n'a-t-il pas finalement raison de dire qu'un bureau d'âge comme celui-là n'a pas la compétence à outrepasser les limites de sa compétence telles que fixées par la Cour constitutionnelle? Merci beaucoup. Donc j'estime qu'à ce niveau, on peut déjà considérer que le FCC fait déjà l'opposition au pouvoir en place, parce que des réactions comme ça, c'est tout à fait normal quand on est dans l'opposition. Il ne faisait, je crois, logiquement, sur le plan psychologique, Ilunga Kamba ne fait plus partie de ce gouvernement, de ce corps institutionnel, je dirais même interinstitutionnel, s'il faut regrouper même le président de la République. Donc, moi j'ai lu religieusement sa réplique contre le bureau d'âge. Vous vous rendez compte qu'il il expose même le chef de l'État. Il dit que tous les 52 conseils des ministres, c'était le président de la République. Il a trouvé les caisses de l'État dilapidées, érodées même par les gouvernements d'avant lui, et voir même comment ça a été dirigé pendant que le président de la République venait d'entrer en fonction. Donc j'estime qu'il a mené à un bras de fer. Alors amener maintenant une compréhension dans une théorie un peu plus ancienne, déjà répandue par la Cour constitutionnelle, parce que si lui s'est plaint qu'il ne peut pas être destitué par les bureaux d'âge, alors Mabunda dira quoi? Donc j'estime que, et les autres procédures, donc toutes les questions liées à la suite, après la chute de Mabunda, ont été soumises à la Cour constitutionnelle, et les réponses ont favorisé ou facilité les démarches au bureau d'âge de continuer la procédure. Donc j'estime qu'aujourd'hui, à ces jours, on ne peut plus revenir sur cette question pour dire voilà, le bureau d'âge n'a pas compétence. Or, le bureau d'âge a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Alors ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que la suite... Mais la question, ma question demeure, est-ce que la gestion des affaires courantes dont la gestion de la Cour constitutionnelle, pensez-vous que l'examen d'une motion de censure, un acte aussi hautement politique, peut faire partie des affaires courantes? Mais s'il faut rester légaliste, mon cher ami, nous avons vu des arrêts de la Cour que nous avons même contestés à l'époque de Kabila. Il y a eu des marches ici à cause des arrêts de la Cour. Mais est-ce que ça a réussi à changer quelque chose? Pas du tout. Aujourd'hui, c'est le même arrêt qui continue à nous guider. Donc nous devons rester légalistes vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à une situation donnée. Donc j'estime qu'aujourd'hui, quand on appelle cela même bureau d'âge, c'est par infirmité de langage. La Cour constitutionnelle, par courtoisie, appelle les bureaux d'âge les bureaux provisoires. Donc j'estime que nous avons quitté plusieurs étapes et qu'à ce jour, nous ne pouvons plus nous dire voilà, bureau d'âge, parce que la Cour a déjà emprunté un autre vocabulaire. Je suis en train de dire ceci, nous sommes dans un processus. Le processus, c'est déterminer la chute, d'arriver jusqu'à la fin de la chute du FCC pour permettre au président de la République de nommer un gouvernement, de faire asseoir
son union sacrée. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il serait bénéfique pour le pays d'atteindre la convocation de la session ordinaire le 15 mars pour que cette fois-là soit examinée? Et vous pensez normal motion, au lieu que ça se passe maintenant, et là, on voit comment les gens, les uns et les autres, sautent sur l'occasion pour crier à la violation de la Constitution et des lois du pays. Mais il faut combien de temps pour que ces humiliations contre le président de la République continuent? Il faut combien de temps pour qu'on vous explique que ça fait plus de 4 mois que le gouvernement n'a jamais enregistré un seul conseil des ministres? Il faut expliquer ça dans quelle langue? Que beaucoup de projets du président de la République sont bloqués, beaucoup de réformes sont restées dans les tiroirs. Je pense qu'on tend vers cela. On ne veut pas justement de ce retard parce que c'est en défaveur de celui qui doit rendre compte à la nation, le président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, arrivé en 2022, 2023, c'est un seul individu, Félix Tshisekedi, qui rendra compte à la nation. Qu'est-ce qu'il a fait de tout ce qu'il a eu de son mandat quinquennal? Or, il n'en reste que peu. Donc, nous sommes en 2023, nous n'en compterons qu'une seule année pour que Félix Tshisekedi rende compte à la nation, rende compte au peuple. L'autre année, là, sera considérée comme une année électorale. Voilà pourquoi les gens spéculent déjà autour d'une certaine prolongation que nous pouvons connaître, que nous pourrons connaître dans les jours à venir, arrivé en 2023. Donc, je crois que c'est dans cette allure qu'on a jugé bon d'organiser une session extraordinaire pour faciliter que l'union sacrée puisse s'installer, la majorité de l'époque étant devenue, la majorité parlementaire étant devenue défaillante, il faut passer en grande vitesse pour satisfaire la nouvelle vision du président de la République qui est donc l'union sacrée de la nation. D'accord, merci beaucoup Edmo Ziba. D'où Jésus Beledou, qu'adviendra-t-il alors si, malgré les votes, la motion de censure contre le gouvernement Ilunga Kamba, ce dernier ne démissionnait pas? Parce que la Constitution parle, bien entendu, de la présentation de la démission au président de la République à l'issue du vote de la motion de censure contre le gouvernement. Qu'adviendra-t-il si Ilunga Kamba, malgré ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale, ne démissionnait pas? Ne voyez-vous pas que là, on s'engage on fait un saut dans l'inconnu? N'essaye pas, c'est simple. C'est simple, n'essaye pas de te créer une crise dans ta tête alors que les choses sont si simples. S'il vous plaît, je voudrais poser une question. Oui. Non, il ne faut pas entrer dans ça. Il ne faut pas entrer dans cette logique-là. C'est une logique caricaturée. La question que tu posais, la réponse est simple. Nous avons une jurisprudence. Kabound, qui était le vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a été déchu en son absence. Il n'est pas venu à la plénière et il est tombé. Et la conséquence, c'est qu'il a été défenestré, il n'a pas siégé. On l'a constaté, s'il vous plaît. Il est question de la présentation de la démission au chef de l'État. Même si le gouvernement est déchu par l'Assemblée nationale, mais il faut que le Premier ministre présente sa démission. C'est ça la Constitution. Je crains fort que, puisque le Premier ministre ne se pointe pas, puisqu'il fait ce que Bongeli appelait du juridisme éhonté. Parce que, faut-il rappeler ici que dans tous les terrains de droit où le FCC s'est aventuré, il a perdu. En commençant par la prestation du serment des juges, jusqu'au moment où nous parlons ici, il existe une documentation juridique. Soit c'est le Conseil d'État, soit c'est la Cour constitutionnelle, soit c'est autres juridictions qui donnent raison au cash ou au président de la République ou à sa famille politique ou à la configuration actuelle. Il ne suffit pas de monter sur un arbre. Sur la bataille juridique que le FCC a entamée contre l'autre partenaire, il a échoué sur tous les fronts, jusqu'au moment où nous parlons. Et ils sont maintenant en train de faire du juridisme. C'est ce que Bongeli qualifiait du juridisme éhonté, différent du pragmatisme. Je le dis et je le répète. D'abord, je crains fort que Ilunga Kamba court l'infraction d'outrage à la plénière. Parce que donc... Au Parlement. À la plénière, l'Assemblée nationale. Non, l'infraction, c'est l'outrage outrage au Parlement, justement. Outrage au Parlement. C'est-à-dire, vous êtes saisi, mais vous écrivez une lettre pour dire « Je ne voulais même pas écrire, mais par respect pour les députés, par respect pour la plénière, par aisance pour la plénière, j'écris. »
Un pays ne fonctionne pas comme ça. Vous préférez, plutôt que de répondre à l'invitation, aller rencontrer, entre guillemets, l'autorité morale. Je donnerai raison à ceux qui pensent que Kabila devient Léopold II bis. Tout doit se faire avec lui, même si c'est les institutions de la République. Il y a Mabunda, ne part pas à la prestation de serment. Il y a Nkamba, ne part pas à cette prestation de serment. Le pays va rester comme ça. Ça dit, on travaille pour le statu quo. Rien ne s'est fait sans moi. Si ça s'est fait sans moi, c'est que ce n'est pas le pays. Or, les institutions de la République ne fonctionnent pas de cette manière. Si hier on a reproché à Mabunda ses militantismes et elle a personnellement regretté à la fin, lorsqu'elle a pris la parole devant le député, pourquoi pas Inunkamba, Pépé de son État comprendra cela. À votre question, j'ai déjà répondu pour dire la plénière considéra que Inunkamba a fait un outrage à la plénière, au Parlement, c'est une infraction. Et des deux, la plénière va simplement voter la déchéance ce soir même de Inunkamba comme Premier ministre. Si il vote la déchéance, demain lui va continuer. Il ne va pas continuer. Il ne va pas continuer parce que je dis ici et je le répète, il ne va pas continuer. Il n'y aura pas une crise dans la mesure où il y aura effectivement sa déchéance qui sera constatée par les instances habilitées, notamment l'Assemblée nationale, et son refus qui sera considéré comme outrage au Parlement, les poursuites qui vont s'en suivre sur le plan pénal, et donc on constatera que le Premier ministre est tombé et les choses vont évoluer. Non, mais, écoutez, attendez, écoutez un peu la question. On a vu Inunkamba aller à Lubumbashi, rencontrer les associations socioculturelles, la Fondation Katangaise. D'aucuns même pensent que cette manière de faire cache d'autres agendas, notamment des agendas séparatistes, parce qu'on entend beaucoup, c'était le discours. Est-ce que vous ne voyez pas que là, Ngoï Mulunda Ozare, Inunkamba destitué de la manière que certains, notamment CDFC, qualifieront d'illégal? Est-ce que ça profite à la stabilité du pays, tout ça? Je crois que... Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait mieux que l'on puisse sursoir et attendre normalement la session du mars pour examiner cette motion de censure? Je crois que je ne reviendrai, je ouï dire sur ce plateau, Charles Kenkankou, je l'ai répété et je dis ici, un pays, une institution existe grâce aux institutions de la République. Un pays fonctionne sur base des institutions. Et Inunkamba a la possibilité, où il avait la possibilité, s'il avait estimé que la procédure n'était pas requise, il allait saisir sur le Conseil d'État, puisqu'il s'agit des actes administratifs. J'ai une motion contre moi, voilà, le Conseil d'État, interprétez-moi ça. Voilà la Cour constitutionnelle. Par moment où il ne le fait pas, il préfère aller à Kingakati. C'est là où nous disons, le Premier ministre, à Kachamata, oui, le Premier ministre de Lubumbashi a faussé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je ne lui prête pas des intentions. Mais si, effectivement, l'idée, c'est les velléités sécessionnistes, sur ce plateau, on ne peut pas l'encourager. On ne peut que constater. Le Congo, nous avons pratiquement pleuré de 400 ethnies, avec plusieurs autres tribus. Et je ne pense pas que sur ce plateau, il y a une tribu qui est supérieure à d'autres. Nous sommes tous Congolais et tous sur base de ça que nous existons en tant que nation. Et donc, ici, c'est aussi le lieu pour moi de condamner tous ceux qui procèdent par des discours sécessionnistes. Je ne sais pas si Inunkamba s'est illustré dans ça, mais je ne le pense pas. Mais je dis simplement, si nous avons remarqué lors de l'arrivée de Kabila, on a vu le drapeau sécessionniste être brandi, Kabila n'a rien dit lorsqu'il a pris parole. Et si, quelques jours après, nous avons encore vu un pasteur qui a organisé les élections en 2011 dire « Si vous ne respectez pas notre autorité morale, Kabila et son épouse, nous allons couper les Katanga du reste de la République démocratique du Congo, ce qui est ridicule et honteux. Il a écopé de 3 ans de prison à cause de ça, avec des drapeaux sécessionnistes qui brandissent, etc. Et encore, je vais terminer par dire, si, comme vous le dites, Inunkamba est allé pour prêcher le sécessionnisme et qu'on ne confirme pas d'ailleurs sur ce plateau, je pense que l'État a le monopole de la violence. On va effectivement, par le moyen requis plutôt, taire un peu toutes ces divergences. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent comprendre une chose. On n'a plus besoin des hommes providentiels. Si ce n'est pas Kabila, nous balkanisons la RDC. Si ce n'est pas Tshisekedi, nous balkanisons la RDC. Si ce n'est pas Fayoulou, nous balkanisons la RDC. Non, cette époque-là est largement révolue. Aujourd'hui, le plus important, c'est de remettre les pays sur l'orbite du développement. Et d'ailleurs, sur vos plateaux de télévision, les débats devraient désormais s'être orientés sur ça. Si on parle d'union sacrée aujourd'hui, comment accommoder les ambitions de l'union sacrée à la paix, l'insécurité qui sévit dans l'est du pays? À d'autres occasions, Edmond Izuba, la crainte est là. Inunkamba, Lubumbashi, Fondation Katangaise, tout ce que vous connaissez, de plus en plus de
frustration. Je vous dis que... Est-ce que vous ne voyez pas que les pays des idées séparates, avec des procédures de ce genre, des institutions, de la manière décriée par les uns et les autres? Des idées séparatistes ne peuvent jamais être soutenues par cette fondation, la fondation katangaise dont je fais allusion. Je connais des gabarits, les intellectuels qui pilotent cette fondation. Rassurez-vous qu'il n'y aura rien de cela. Imaginez qu'en pleine prédication de Ngoï Mulunda, ça soit le même Katangé qui nous envoyait les vidéos en direct pour dire, voilà, nous étions contre cette prédication. Nous ne voulons plus jamais voir ce genre de choses dans le Katanga. Donc, nous sommes allés un peu plus loin pour dire que Monsieur le Premier ministre a déshonoré la carrière même d'un professeur d'université. Lui qui est un Premier ministre, il part rendre compte à un sénateur qui s'est déplacé de Kinshasa à Lubumbashi, et lui il prend tous les risques, il prend même l'avion. Imaginez avec tout ce qu'il y a comme caprice météorologique. Et il appelle sa mission de service. Quelque chose arrivé à notre Premier ministre, parce que jusqu'à hier, jusqu'à maintenant là même, il continue d'être notre Premier ministre. Nous lui devons protection. Mais aussi de l'élégance. La politique exige un certain nombre de l'élégance. Je ne parle pas de la légalité. Sur le plan légal, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais sur le plan de l'élégance, vous n'êtes pas en bon terme avec ton chef hiérarchique, qui est donc chef de l'État. Vous ne convoquez pas le Conseil des ministres. Vous avez vu vos prérogatives, certaines de vos prérogatives être parties en fumée. La signature vous a été ravie. Certains dossiers ne passent plus dans vos mains. Mais vous restez comme Premier ministre, vous continuez à diriger, vous pensez que vous avez tout le pouvoir. D'accord. C'est une honte. Merci beaucoup. C'est une honte. Vous gardez la parole. Oui, je vais terminer. C'est une honte. On fait ce qu'il nous reste 3 minutes. Il a accepté de subir avant sa déchéance. Et pour moi, ça devrait être une leçon pour les autres premiers ministres qui viendront. Donc, quand ça ne tient pas, il faut claquer la porte. Quand ça ne marche pas, il faut savoir prendre ses décisions de manière autonome et non se référer à l'autorité morale. D'accord. On dit qu'il est doctorant. Edmond Izouba, Fayoulou déclare dans un journal belge, c'est pas moi un journal belge ou quoi, une déclaration, la déclaration de Fayoulou, que aujourd'hui Bemba et Katumbi doivent tirer les conséquences de leur adhésion à l'Union sacrée. C'est-à-dire, en quelque sorte, Fayoulou exclut Bemba et Katumbi dans la Mouka. Votre réaction? Non, je crois que l'exclusion de Martin Fayoulou ne se justifie pas. En fait, soit c'est lui qui comprend, ou soit nous ne comprenons pas ce qui se passe sur la Mouka. Donc Bemba et Katumbi je n'ai toujours pas compris. Tout en étant dans la Mouka. Je n'ai toujours pas compris. Pourquoi, avec tout ce qu'il y a comme divergence de point de vue, ils sont toujours ensemble? Cette plateforme était censée mourir depuis longtemps. C'est Fayoulou qui s'en tient à la Mouka. C'est Mozitou qui s'en tient à la Mouka. On sait déjà que Fayoulou, dans sa jurisprudence, il s'est déjà accaparé des plateformes, des efforts des autres acteurs politiques. Alors, ça n'étonnerait personne aujourd'hui de voir Martin Fayoulou s'accaparer de la Mouka. Aujourd'hui, une logique de voir Katumbi et Bemba au pouvoir, partageant les ministères et le pouvoir avec Tshisekedi, tout en étant aussi dans l'opposition dans la Mouka. Vous pensez que... Était-il normal à l'époque de Kabila de retrouver MLC au gouvernement et d'aller de l'autre côté? Non, je pense que... Donc on peut être à la fois au pouvoir Non, ça dépend des occasions. Ce que le chef de l'État a fait, il a appelé à un sursaut patriotique parce que le pays faisait face à une certaine crise, notamment sur le plan de réforme, ainsi de suite, rien ne marchait. Et ceux qui répondaient à cet appel nous ont exactement dit la même chose. Ils ne nous ont pas dit qu'ils venaient pour partager le pouvoir ou partager le reste du mandat de Félix Tshisekedi. Donc si aujourd'hui le président de la République estime que son pouvoir doit être partagé avec l'opposition, où est le mal? Ça existe, c'est un exemple tiré dans d'autres pays où il faut
aller vers la cohésion nationale, on estime qu'il n'y aura pas opposition ni majorité et que les deux doivent résoudre la crise ou le problème du pays ensemble. C'est pour moi un sursaut patriotique de voir Martin Fayulu et Bemba contribuer pour que le pays aille à est-ce que vous pensez que Bemba et Katumbi peuvent être Bemba ou Katumbi, Premier ministre, et se retrouver encore dans l'opposition dans la Mouka, ou Bemba gérer un certain nombre de ministères et se retrouver en même temps dans la Mouka, dans l'opposition? Est-ce que c'est logique? Oui, est-ce que Fayulu n'a-t-il pas finalement raison de demander à ses amis-là, ses amis de tirer des conséquences? Charles Kinkankou, dans ce pays, on a connu Kengo Adondo avec son opposition républicaine, qu'il était président du Sénat. Et donc, ne me dites pas que Kengo Adondo n'était pas un opposant. Donc, il va commencer à s'opposer à leur propre gouvernement. L'opposition républicaine existe, comme partout ailleurs. Donc, on s'oppose à soi-même. Je vous dis simplement... On gère au quotidien, l'opposition, s'il vous plaît, l'opposition républicaine existe. Je vous ai donné un cas, le cas du Congo. Je n'irai pas m'éparpiller à travers plusieurs cas. Je réponds à la question. S'il vous plaît. On s'oppose. Je réponds maintenant à la question. Ça, c'est un autre débat. Dirigé, par exemple, si vous revenez... S'il vous plaît. Comment doit-il continuer à rester dans la Mouka? Je crois que si vous voulez qu'on tienne toute une émission autour de ça, puisque je n'ai pas assez de temps, je vous ai juste donné un cas. Prochainement, quand on reviendra, on va développer même les textes, etc. Il existe aussi une opposition républicaine. Et donc, je reviens à Katumbi. Edmond l'a clairement dit ici, sur ce plateau. Je ne pense pas que Martin Fayulu avait de l'épaisseur qu'il a aujourd'hui avant que Bemba et Moïse Katumbi le lui donne. Et donc, il devrait logiquement être modéré, modeste, appeler ses compères et venir s'entretenir en aparté plutôt que de faire des déclarations folkloriques pour s'accaparer de la Mouka. On se souvient aujourd'hui, c'est un récidiviste avec les FAC opposition. Les FAC opposition, vous vous souvenez, avec les Ngele Photo, ils avaient leur siège ici au niveau de Kabinda. Il a mis mal à l'aise tout le monde, et les Ngele sont partis, et les Sanga Bonganga et les autres. Il s'est accaparé des FAC pour enfin le ramener jusqu'à sa tombe. Les FAC est décédé. Après, c'était la dynamique de l'opposition. On se souvient de la dynamique d'opposition avec les Vital Caméré et les autres. Caméré est allé répondre à l'appel de concertation. Fayulu a fait tout ce qu'il pouvait faire comme déclaration. Après, il s'est accaparé de la dynamique de l'opposition, qui était l'effort des autres, que d'autres avaient donné l'épaisseur, et il a ramené encore vers la tombe. On a enterré la dynamique de l'opposition. Maintenant que la Mouka existe parce que Moïse Katumbi a dit, puisque je ne serai pas candidat, je fais de vous, Fayulu, notre candidat, je te donne le Grand Katanga pour le lectorat. Bemba Jean-Pierre a dit, je fais de toi mon candidat, je te donne le Grand Équateur comme candidat, parce que Fayulu n'avait de l'ancrage qu'à Kinshasa. Non, il n'a pas la... En résumé, pour que Katumbi... Non, je ne plaide pour rien, je constate simplement. Je ne plaide pour rien, mais je dis simplement, Fayulu, s'il estime qu'il est vraiment un leader vis-à-vis de lui-même, il n'a qu'à prendre les idées qui, je crois, a quelques députés, 4 ou 5 députés, tous ces députés ont traversé, sont maintenant à l'Union sacrée, il n'a qu'à se concentrer sur les idées, plutôt que de s'accaparer sur les efforts des autres. Il n'a pas cette compétence-là. Même si on savait que la Mouka, c'était une entreprise vouée à l'échec parce qu'on ne fait pas la ristourne en politique. Ça veut dire qu'elle est mal en politique, l'autre présidence, ça ne se passe jamais en politique. On savait qu'on ne pouvait pas gérer ces ambitions-là. Mais seulement, Fayulu, c'est malhonnête vis-à-vis de lui-même, le fait de continuer avec les mêmes velléités de s'accaparer des efforts des autres, pourtant il a son idée. D'accord, merci beaucoup chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez suivre l'émission sur notre chaîne YouTube Sungapep TV. La rediffusion intervient ce jeudi à 14h sur Amen TV. Merci chers confrères. Un autre numéro interviendra le mercredi prochain à 21h sur Amen TV. Bonne suite des programmes sur la télé autrement.